C'est qu'il y a un prédateur dehors. Il y a dans le RDPC une mafia interne qui a pour mission systématiquement de créer la division. Ok? Et on a vu ça de façon objective. Vous êtes au courant qu'un ministre a nommé, on part au Congrès, on vous donne le secrétaire général. Avant qu'on ait le problème avec lui, lui a déjà nommé un autre. On perd 2 ans à faire le procès. Le monsieur est débouté jusqu'à la Cour suprême, mais il continue à l'inviter. Est-ce que vous avez vu ça? D'accord? Donc il y a un facteur interne qui est mineur. Mais il y a un facteur externe qui est majeur. La mafia RDPC, ici j'en appelle au secrétaire général du RDPC. Vous savez ce qu'ils font ces jours-ci? Dites-moi. Pour qu'on arrive à la fête de la candidature. Dans un deuil, voilà ce qui est dit dehors. Et ça, je dis ici au secrétaire général et au président de la République. On dit que dans un deuil qui avait lieu là-bas dans la famille présidentielle, là-bas au sud, on a donné la consigne à la mafia, à la petite mafia interne installée au sein de l'UPC, de barrer la voie à moi. Ils veulent chercher n'importe quel candidat, m'enlever Baïbek. Cette mafia-là, c'est Nyeke en tête. Nyeke Lebel. Le secrétaire général Bafoussam. Et lui, quand lui arrive ici, il nomme le chef adjoint mafiosi, sort Serge, de chercher le zombie qu'on va mettre à la place de Baïbek. On a emporté donc le zombie au comité directeur. Oui, ça me permet de vous relancer, professeur Baïbek. Le comité directeur 10 avril dernier, il était question d'élire le candidat à la candidature de l'UPC à l'élection présidentielle. De mémoire, il y avait au départ 4 candidatures. In fine, il restait 2, Yamtimba et vous. Au sorti de là, on a l'impression qu'il y a eu des soucis. Attendons, je ne sais pas pourquoi vous étiez pas là. Que s'est-il passé? Voilà ce qui s'est passé. Il y a créé un jeu. Il faut d'abord, dans la vie, c'est trop clair. Il y a 2 façons de trancher les conflits, 2 bases. Une base, c'est le texte, la loi. Et si on ne s'entend pas sur le texte, ou si le texte est lacunaire, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Tout le texte dit qu'entre 2 comités, entre 2 congrès, c'est le comité directeur qui dirige. On n'a pas dit le bureau. On n'a pas dit le secrétaire général. On n'a pas dit la commission. Lui a créé la commission. Ce n'est pas le comité directeur. Premier problème. Sur les lois. Maintenant, sur la base de la jurisprudence, l'UPC est allé aux élections présidentielles 2 fois au Cameroun. 2. Une fois, on a créé une loi quand l'UPC avait déposé le dossier. C'est en 92. C'est quand on dépose qu'on va créer la loi de montrer la quittance qui montre que tu vis au Cameroun. Dans les 2 fois, c'est le comité directeur qui a siégé et qui a décidé par élection. Donc, premier recueil, il y a créé donc un jury. Et je refuse de mettre mon dossier dans ce jury. Pourquoi? Ils ne sont pas crédibles. Certains UPC se sont heurtés, ils ont fait comme vous. Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas crédibles? On a lui-même à vomir le morceau. Il dit, pendant que le comité directeur siège, que je ne suis pas bon, le président, que je ne suis pas bon pour les présidentielles. Je dois garder ma candidature pour les législatives. C'est lui qui sort. C'est sorti comme la diarrhée. Je suis en train de dire que j'ai recusé parce que c'est un mauvais jury. Ils sont faux. On lui donne la parole pour qu'il réponde. Ça lui échappe. Quand il a dit ça, tout le monde s'est levé. Donc Baïbek a raison. Avant que tu ne sièges, toi, tu l'avais déjà disqualifié. Tu n'as pas vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, c'est ça, on arrive donc là-bas. 3 personnes ont déposé les candidatures. Viennent, il n'y a que lui-même. Et ils disent que Ntimba. Le jury siège là. Moi, je refuse. Je dis que je vais déposer le jour
du comité directeur devant le comité directeur et je veux être investi comme Hogbella a été 2 fois devant le comité directeur. On connaît les résultats. On arrive donc là-bas, on analyse les résultats des 3. Ce qui est gros comme la terre, Niek est le secrétaire général. C'est lui qui a nommé le jury. Le jury dit qu'il est 2e et le premier, c'est Ntimba qui n'est même pas UP6. C'est lui-même qui a dit. Je ne sais pas s'il pourra encore parler à Macaque. Que tu es secrétaire général, tu nommes un jury, tu es candidat et tu n'es pas premier. J'ai un type qui n'est même pas UP6. On ne connaît pas où il vit. On ne sait pas s'il est marié. On ne sait pas où il travaille. On ne sait pas, il dit qu'il est docteur, on ne sait pas de quoi. Voilà ce qu'on a comme secrétaire général. Et que le jury, le comité directeur dit donc, comme c'est comme ça, on prend votre premier là, et on prend aussi le dossier de Baïbek. On va écouter les 2. La présidente de séance est d'accord. Ntimba parle, le premier. Moi, je prends la parole en 2e. Je dis que bon, on va voter, comme en 97 et en 92. Si tu passes, moi je vais te soutenir. Et si je passe, je viendrai te chercher pour que tu me soutiennes. Après avoir présenté, la salle applaudi. Quand on finit de faire ça, écoute ce que j'ai fait. Elle est Ngumba de Mbengue. Je ne sais pas si elle va encore parler aux gens de Mbengue, la femme là. Quand on finit de parler, elle veut conclure que elle veut s'en tenir au résultat qu'on a amené. Pourquoi tu nous écoutais alors? Qu'est-ce que tu faisais? Toute la salle est debout, on lui a dit ça. C'est fini, on refait le bureau. Elle est partie, on a refait. Et on a terminé notre comité directeur. Voilà ce qui s'est passé. Alors, il nous revient donc ce qui s'est passé. Quand ils ont eu la consigne là, au deuil, dans le sud, de venir m'éliminer, et qu'on a nommé ça pour chercher le candidat là, on les a arrêtés tout dans le panier. Vous savez, la question de la magouille et la corruption au Cameroun est un problème qui a commencé lors de la colonisation. Vous vous souvenez comment on enlève Mbida pour mettre Aïdjo? C'est Mbida qui gagne les élections, non? Aïdjo accède au pouvoir par coup d'État. Après avoir corrompu toute l'Assemblée, c'était 200 000. Pour qu'ils démissionnent en masse. Après, on leur a ajouté 100 000 pour qu'ils entrent dans le gouvernement d'Aïdjo. Aïdjo n'accède pas aux élections au pouvoir par élection. D'abord, un an avant, on écarte arbitrairement l'UPC, on l'interdit. Quand il reste entre eux, Mbida gagne. Mais un an après, on fait le coup d'État. Donc, c'est les méthodes coloniales connues. Et je dois dire au RDPC, ici, ce qui se dit actuellement dehors. Il se dit actuellement dehors que leur nouvelle mission, c'est de provoquer, on recommande le comité directeur. Oui, justement, il y a le doyen membre. Ils étaient à Douala hier. Voilà ce qu'on conclut là-bas. On verra s'ils pourront. Professeur Baïbek, il y a justement le doyen membre du conseil général, le membre Bakamba Tonien, justement, qui a écrit une lettre et qui demande justement à Mme Zier de revenir sur les positions et demande à tous les UPCistes de se réasseoir autour d'une table. Parce qu'à la réalité, l'objectif n'est pas le rayonnement d'une personne, mais de l'UPC pour que les choses soient refaites de la plus belle des manières. Est-ce que vous êtes prêt à écouter la voix du Mobok Bakamba Tonien qui veut ramener tout le monde à de meilleurs sentiments? En temps normal, oui. Mais on n'est pas en temps normal. Lorsqu'il y a un problème, il faut... Bakamba Tonien, c'est le diagnostic d'abord. Le diagnostic, c'est la mafia. D'où est-ce que c'est venu que le parti
Doro Manlin est un docteur en mathématiques. Le parti de Sénat Fana, un docteur en économie. Le parti de Wouli Massaka, un docteur en mathématiques. Le parti de Kodok, un docteur. D'où est-ce que c'est venu que on va prendre à l'extérieur un type qui n'a fait ses preuves? Je n'ai pas dit que c'est le parti des intellectuels. Mais sois un bon agriculteur, montre-nous ton champ. Sois un bon tailleur, tu as ton atelier. Sois un bon cuisinier, tu as ton restaurant, non? Avec ta femme et tes enfants. Tu n'as pas une famille. Ton premier travail, c'est ça. Tu as été conseiller municipal au moins. D'où vient-il? C'est le problème qu'il faut d'abord résoudre. Résoudre le problème de la mafia. Avant de nous mettre ensemble, c'est pas ensemble qu'on va régler ça. D'accord? C'est pas ensemble. Et savoir que il nous reste combien? 45 jours à peine. Parce qu'on va convoquer le corps électoral le 8 juin. Il suffit de connaître de voir la fin du mandat et vous calculez des crescendo. C'est le 8 juin. Nous sommes à peu près au 20 avril. Il reste combien? Il reste à peine 50 jours. En 50 jours, vous allez chercher les gens à Garoua, à Mawa. Vous allez régler les problèmes si. Qui va donner l'argent? Qui va faire donner l'argent? Qui va faire les communiqués? Comment on va faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait contre cette mafia-là qu'on n'identifie même pas? D'accord? Il faut savoir qu'il y a une mafia, Bita. On ne lutte pas contre une affaire de mafia comme on règle un problème normal. C'est pourquoi je parle le problème de Bakang Matonji. Sa proposition est correcte en temps normal, mais on n'est pas du tout en temps normal. Sa proposition est normale dans la société normale, mais là on est dans la société mafieuse, ok? Et pour moi, on peut s'asseoir, mais je ne pense pas que entre eux et moi je suis prêt à affronter le comité directeur, ok? Niek ne peut pas. Tu ne peux, les UPC ne sont pas les gens à qui tu dis que tu vas chercher quelqu'un à l'extérieur. Ce gars est même comme il est. Je crois qu'il est un peu maudit. Il peut gérer les UPC. Il peut tenir. C'est un panier de crabes, l'UPC. Comment tu fais pour survivre là-dedans si tu es léger comme ça? Que tu as plus de 40 ans, tu n'as même pas milité, tu es Bassa. Un Bassa qui a dépassé 40 ans. La seule façon de ne pas être dans l'UPC, c'est qu'il est caché pour survivre dans le RDPC. Même là-bas, il n'est pas. Il est dans les réseaux sociaux, il bavarde. D'où est-ce que ça vient qu'il soit candidat? Et qu'est-ce qui fait que Niek est deuxième? Bita, toi, ça te semble correct qu'un type est le patron du parti, le secrétaire général, le patron du parti. C'est lui qui nomme le jury qui va juger. Ce jury le fait deuxième. Et tu veux que j'interprète ça comme une situation normale? Je demande au docteur Bakang Matonji, et je lui dois beaucoup de respect et de considération, que clarifie d'abord la mafia qui fait que le faiseur de jury sort deuxième. Ok, pour ça, vous nous avez dit... Bita répond. C'est pas moi de... Ah non. Si tu ne réponds pas, je sors. C'est toi qui as posé la question. Non, moi, je pose... C'est-à-dire que, attendez, Paul Biya convoque le congrès du RDPC. Comme là-bas, le président est le candidat naturel. On veut voter un président. Il nomme le jury. Et John Foun vient passer là-bas. Ou bien un type qui n'a jamais milité ailleurs. Tu crois que c'est une situation normale? Non. D'accord? Et on n'a plus le temps. Et maintenant, je vous demande dans les baromètres. Qu'est-ce qui fait qu'on doute que je suis le candidat de l'UPC? Un élément qui fait que je doute, à dire que le comité directeur de l'UPC s'est réuni. Ok, il ne me choisit pas. Mais il ne choisit même pas un autre UPCiste. Vous croyez que je peux rester dans une assise comme ça? Ça s'appelle la sorcellerie, je ne reste plus. D'accord? Il n'y aura pas ça. Et je vais attaquer ça au nom des fondamentalistes. D'accord? Qui ont fait l'effort d'organiser depuis trop longtemps. Il a fait un an, 18 mois de pouvoir. Depuis les sorties du foyer Banjo. Il a organisé un comité directeur, Celui-ci, c'est nous qui l'avons organisé.
La preuve, c'est nous qui avons déclaré. Vous avez vu la déclaration sur Internet. Nous l'avons mise dessus. D'accord? Ce n'est pas lui qui a déclaré. Il n'est pas capable d'affronter le comité directeur. D'accord? Hein? Ok, c'est toi, professeur, vous l'avez dit, et c'est à juste titre, justement, dans 45 jours. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le corps électoral sera... Je ne suis même pas sûr qu'ils le savent. Sera, ce soir, ça vous avez informé, sera convoqué de façon officielle. Beaucoup de personnes estiment tout de même que, peu importe les dissensions qu'il y a au niveau de l'UPC aujourd'hui, la candidature propre de tous les candidats potentiels sera mise en équivoque. Parce que j'estime que pour être élection présidentielle, il faut avoir un élu, il faut avoir 300 signatures. Et je demande, est-ce que le professeur Balbec et l'UPC qui représente aujourd'hui réunit les conditionnalités pour aller à l'élection présidentielle? L'unique, et c'est l'une des raisons, et c'est pourquoi je leur dis, il faut dire la gratitude au président Biya, parce que quand il nommait ce candidat-là, ce type-là au Sénat, en fait, il voulait corriger l'injustice de l'ECAM qui nous a éliminés. On ne peut pas avoir d'électeurs à cause de l'ECAM. Il voulait corriger ça et nous donner la possibilité d'avoir un candidat. Donc, de toutes les façons, se revendique la propriété. Ça, ce n'est pas un problème. Il porte la bannière de l'UPC. D'accord? Quelle que soit la fraction, ça n'a pas d'importance. D'accord? Ce qui est clair, c'est que l'UPC a un élu. C'est un élu comme les autres. Il est même mieux. Parce que la différence, c'est l'élection directe et l'élection par les grands électeurs. Dans les 30 membres du Sénat, le président élit 3 et 30%. D'accord? Et il a élu l'UPC. En fait, il voulait donner à l'UPC toute la chance d'être candidat. Ok? C'est pourquoi je distingue le RDPC et ce président-là et le bas étage qui est une petite mafia en réalité qui est en concurrence avec nous pour la succession. Voilà le fond de l'affaire. Tout le truc qui est là, c'est pour succéder à Paul Biya. Est-ce que Paul Biya, la succession de Paul Biya se fait à l'intérieur d'un RDPC qui est comme il est, ou bien ça vient d'ailleurs? Et la petite mafia veut donc braquer la succession, alors que le président veut l'ouvrir. C'est pourquoi je suis un peu plus calme, un peu moins dur avec lui. Il veut l'ouvrir à la concurrence. Et la preuve, l'argument de cela, c'est quoi? C'est en 2018, avoir donné la chance, il pouvait ne pas nommer un UPC, rien ne l'obligeait. D'accord? Le fait que nous nommions, voulait qu'on soit là, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est que dans l'état où il est, n'a toujours pas nommé un successeur. Quand tu as ton âge et son état, si tu veux la succession de ce parti-là, tu ne nommes pas quelqu'un, même adjoint. Hein? Et il vient de barrer, il n'y aura pas de congrès parce qu'il vient de faire les nominations. Tu ne nommes pas au comité central quand tu vas vers le congrès. D'accord? Donc la succession est ouverte. Et c'est pourquoi l'opposition ne doit pas rater ses pénalties. C'est pourquoi j'appelle à l'union de l'opposition. Est-ce que vous garantissez donc aux Camerounais qu'en octobre prochain, vous serez au centre du terrain, au centre du jeu, vous prendrez effectivement part à son production? J'ai déjà pris le 9. J'ai pris le numéro 9, moi j'assume. Okay. D'accord? J'ai pris le 9, j'ai pris le capitana. Ok? Parce que je n'ai pas... Bon, je l'ai pris. Maintenant, je n'en fais pas une obsession. Entendons-nous. Je ne dis pas que le Cameroun a feu à sang si je ne suis pas président. Parce que cet honneur, cette gloire-là, c'est comme la richesse, la nourriture, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est la qualité humaine de l'homme. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ça m'impressionne. Ce n'est pas trop d'argent ou trop de matériel. Alors, professeur, peut-être, Bertrand, il reste une minute dans le cadre de cet entretien avec le professeur. La question, peut-être une réponse de manière péremptoire. Serez-vous candidat à cette élection présidentielle? Votre question est une tautologie. Je suis déjà investi. D'accord. Bien sûr, à fond. Ok? Mais ce n'est pas au sens de l'obsession. D'accord. D'accord? Pour dire que je suis le genre de type qui dépasse ça.
Vous êtes au-dessus. Oui. Ce n'est pas ça qui va faire ma gloire. J'aimerais plutôt participer à régler, améliorer la gouvernance, à apaiser le pays, à réconcilier les Camerounais. Après, je m'en vais écrire mes livres. Je vois le parcours de Léopold Sédar Senghor. Je m'en vais écrire mes livres. C'est ça qui éternise mieux. Je m'en vais continuer à encadrer les jeunes médecins, les jeunes spécialistes, les jeunes profs qui m'admirent, qui veulent avoir une carrière comme la mienne. C'est ça, ça. Président de la République, quand tu t'en appelles, personne ne sait ce que tu es devenu. Ce n'est pas la présidente qui a fait la grandeur de Mandela, ni de George Washington, ni de Gaulle. D'accord? Ce n'est pas ça. Quand on devient un grand président, c'est pour ce qu'on a fait avant ou ce qu'on va faire après, ou les deux. Ce n'est jamais ça. C'est plutôt un sale boulot. Merci, professeur. Puisque tu vas aller corriger les salauds. Est-ce qu'on peut les laisser? Maître Ambika, merci le temps qui vous a été consacré pour merci, cette voilà, deuxième partie. Merci également au professeur Jean Baïbek pour cette franchise apportée dans le cadre de vos différentes questions. Professeur, nous sommes sortis avec une dernière question et vous avez d'ailleurs apporté une réponse. Vous êtes candidat investi et donc clairement vous serez président. L'occasion nous a été donnée effectivement de rencontrer le Camerounais lambda pour savoir ce qu'il pense de vous en tant que président de la République. Nous nous sommes rapprochés de quelques-uns et voilà ce qu'il en sort. Ce que je pense de lui, récemment j'ai appris qu'il est candidat aux élections à la présidence du Cameroun. Je pense que c'est une figure dont le Cameroun en a besoin. Pas seulement en tant que chef d'État, mais son niveau intellectuel et son désir du bonheur du Cameroun nous donne de comprendre qu'il peut être un dirigeant. Et surtout, le Cameroun sera un pays très intellectuel parce qu'avec lui, on n'accepte pas n'importe quoi. Je pense que s'il est devenu un grand professeur, un médecin surtout, parce qu'il n'est pas seulement professeur dans une autre discipline, mais en tant que médecin, c'est parce qu'il est quelqu'un de rangé. On ne peut pas être médecin sans avoir une discipline personnelle. Donc je pense qu'il est une personne, c'est un candidat sérieux. Peu importe ce qu'on voit là, moi je pense que c'est une personne qui certainement... On voit un monsieur un peu bruyant, un peu tonitruant, mais certainement c'est une frustration qui est au fond de lui. Mais je pense que si le professeur Baïbek a la possibilité de s'exprimer librement, il est une autre personne. Diriger le Cameroun, l'essentiel c'est de convaincre ma population et mon peuple d'accepter ce que je peux faire pour eux. Je pense que pour diriger des hommes, il faut être assez tempéré, modéré, et ça sont des qualités qui manquent malheureusement aux professeurs. Donc je ne le vois pas en train de diriger un pays tout entier. Si se déclare peut-être candidat par rapport à la candidature, ce pays, toute personne peut mettre sa candidature. Professeur Jean Baïbek, les avis sont mitigés. Vous les avez écoutés tour à tour. Il y a d'aucuns qui estiment qu'il suffit d'apporter une vision convaincante. Il suffit effectivement de rassurer les Camerounais de ce qu'ils peuvent avoir un quotidien meilleur une fois à la tête de la présidence, professeur Baïbek, ce qui nous permet effectivement d'entrer de plein fouet dans la vision et même votre véritable programme politique pour le Cameroun. Et de ce fait, je voudrais introduire pour la circonstance Julio Arcel Diop qui effectivement en 30 minutes va également vous permettre d'édifier ces millions de téléspectateurs qui vous regardent sur ce que vous pensez du Cameroun, quel est le véritable ou ce programme politique que vous pensez, n'est-ce pas, pour un avenir meilleur dans les prochaines années. Permettez-moi de l'introduire, Julio Arcel Diop. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Marie. Merci de m'introduire face au professeur Baïbek. Professeur, dans cette partie de l'émission, dans cet entretien, nous essaierons de comprendre en profondeur comment changer positivement le Cameroun et dans la paix. Tout en rappelant que l'objectif est de présenter concrètement ici les idées, les solutions, les ambitions du candidat, le professeur Jean Baïbek. Naturellement. Professeur, tout commence pour un candidat à l'élection présidentielle par une vision suivie d'un programme. Quelle est votre vision pour le Cameroun?
Non, la vision est presque très claire. Très claire. Si vous voulez, c'est un pays d'abord uni, totalement indépendant, souverain, sous la forme d'une république fortement décentralisée, à l'intérieur de laquelle les citoyens sont heureux, prospèrent et vivent en paix. Professeur, votre décision de vous présenter à l'élection présidentielle, est-ce un coup de conviction ou alors vous répondez à un appel politique? Je réponds surtout à un appel politique. Ce n'était pas tellement une vocation, c'est même si un de mes mentors ou le plus influent m'avait dit quelque chose comme ça, un peu dans les années 90. Il m'avait dit, probablement m'avait dit, après ta famille, pense à ton pays, parce que je vois flou. Alors, le professeur, mais je n'avais pas pris ça au sérieux comme ça. C'est après que j'ai commencé à voir que ça allait de mal en pis. Et que de plus en plus, il fallait travailler pour que la gouvernance s'améliore. Et ce travail-là, on peut le faire très efficacement si je suis moi-même aux affaires. Mais je pense que même si je n'y suis pas, je resterai un bon opposant jusqu'à ce que j'ai le sentiment que le pays a pris une bonne direction. C'est à ce moment-là que je pourrais quitter. Mais je ne vais pas quitter tant que c'est comme ça. Parce que, donc, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Comment je vais dire que je vais, si je meurs demain, d'accord, mais si je suis en vie, je laisse le pays se dégrader comme ça, je ne pense qu'à moi-même. Parce que, en tant qu'individu, moi, je ne suis pas malheureux. Pourquoi? Pas parce que je suis riche, mais parce que je gagne assez d'argent dans mon métier et que je ne suis pas un bousilleur. J'ai une vie très modeste. Ok? Même quand mon petit me donne une grosse voiture, je vous ai dit un petit peu aux États-Unis, donne une grosse voiture, je donne à ma femme. Moi, je ne peux pas me tasser, mais en gros, je mets une vie de citoyen normal. Vous êtes tous en cravate, non? Moi, j'ai la cravate. Pourquoi qu'il ne peut pas avoir la cravate? Vous savez le nombre d'enfants que j'ai en France, en Allemagne, au Canada, partout, qui veulent me... Et c'est même plein à la maison, je ne sais même plus. Ça va de soi. Hein? Mais bon, moi, si ça me sert tout le coup, j'enlève les bêtises, je jette. Pour ça, avant de parcourir. Donc, je n'ai pas une vie. Non, ce n'est pas la gloire personnelle. D'accord? Mais je suis très outré de voir l'état dans lequel se trouve un pays qui est naturellement extrêmement riche et qui a d'énormes potentialités. Depuis que je fais l'entreprise, je vois que les opportunités partout. Comment on peut donc être comme ça? On y arrive. C'est ça que je veux changer. On y arrive, professeur. Avant de parcourir votre programme politique dans ces grands axes, permettez-moi de poser une question tout autre. Quelle est, selon vous, la solution à la crise anglophone aujourd'hui? Oui, Julien Arcel, avant de reprendre peut-être. Ouais. Allez-y, professeur. Allez-y. La solution à la crise anglophone, c'est d'abord une politique de la paix. On peut résumer en quelques étapes. Un, il faut libérer les prisonniers. On ne discute pas la paix avec le camp qui est en prison. Oui. D'accord? Mais une liberté encadrée. Ok? Comment on encadre cette liberté? Pardon? Comment est-ce qu'on encadre cette liberté-là? Mais vous lui donnez une voiture à un policier, chauffeur en civil, mais un inspecteur. C'est tout, on n'a pas fait ça à Ouli. Ok? On le loge à Baston dans le logement de l'État. Ok? Et l'État le surveille sur le GPS à partir de son téléphone. Tout à fait, professeur. Son inspecteur, d'accord? C'est tout, et ça permet de discuter avec eux. Nous rappelons qu'il y a des téléspectateurs, ils sont très nombreux. Vous allez permettre à ce qu'on puisse vous lire au fur et à mesure quelques questions parce que vous êtes très regardés à travers nos différentes plateformes. Voilà, ils sont en moyen pour le moment, nous estimons à 2000, s'il faut s'en tenir justement aux chiffres que nous rendent le community management actuellement. Non, je parle en direct sur Facebook actuellement. En direct. Voilà, nous sommes en direct sur Facebook et ils sont...
Tout à fait. Ça c'est la prévisionnage. Ça c'est la prévisionnage. Mais pour le direct, pour l'heure, il y a 2000 Camerounais qui vous regardent. C'est 480 000 vues. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça c'est pour ceux qui suivent en direct actuellement. Professeur, donc on vous dit merci. Vous allez permettre, Julien Arcel, que certainement à la fin de l'entretien avec le professeur, qu'on puisse lire quelques questions que les téléspectateurs ont bien pensé adresser à notre invité ce soir dans le cadre de cet entretien. C'était peut-être la petite précision à faire avant que vous puissiez justement continuer cet autre entretien de très haute importance. Tant pour moi. Il faut caser les veuves. Et les caser comment? La banque de PME décentralisée permet de les former sur une activité qu'ils font. D'accord? Sauf la prostitution. Oui. De les former, de les financer, de les suivre, de leurs capacités, pour qu'elles puissent avoir la dignité de la vie. Il faut rescolariser les orphelins, il faut réintégrer dans la vie républicaine les anciens combattants. Hein? Mais en même temps, résoudre le problème de fond et mettre en exécution le programme de décentralisation spéciale que l'État a élaboré. Vous savez que c'est des régions spéciales. Ils ont un régime spécial. Il faut appliquer ça. Tout à fait. D'accord? Ça suffit. Et maintenant, les éduquer. Parce que, par exemple, nous, les UPC, quel problème qu'on a? Ils nous mélangent avec les gens qui mal gouvernent. Ils disent que dans francophone d'aime. Ce n'est pas dans francophone d'aime. C'est le régime néocolonial. Nous, on n'était pas avec eux. Oui. D'accord? Au contraire, ils ont été avec vos parents. Ils ont été avec Foncha. Ils ont été avec Tandem. D'accord? J'ai déjà interpellé Akere là-dessus. Il ne répond pas. Tu ne peux pas nous dire que l'UPC te supporte. Alors que ton père a soutenu l'exécution de Wandi en 71. Tu ne nous dis pas où tu étais en 71. D'accord? Même pour arriver à nous dire, je vais être un terrible opposant si Akere passe. Et il va nous dire où il était quand son père avait arrêté de l'exécution de Wandi en 71. Il avait 19 ans. S'il était en terminale à New York, qu'ils nous disent. Et s'il était dur en terminale ou pas. Et s'il était d'accord, parce que son père nous l'a expliqué. Dans le One Cameroun Conference en 1994, son père s'est mis à genoux devant les anglophones pour tout ce qu'il a fait contre eux. C'est une famille que je respecte beaucoup. Hein? Parce que j'ai eu les dents, deux confrères excellents. Wali Mouna, le cardiologue, père son âme, et Daniel, le chirurgien, qui a fait un fait d'armes terrible. C'est grâce à Daniel que nous sommes la seule organisation professionnelle à Yaoundé dont le siège est une propriété. On a en Coleton, Doctor's House, c'est notre maison. On a acheté avec l'argent de Daniel Mouna. Et il nous a donné 110 millions, on a acheté et on s'est mis à rembourser. Regardez un geste nationaliste. Mais ça n'enlève en rien qu'il faut qu'on nous explique ce que ton père a fait. Surtout si tu dis que tu es le candidat porté par l'UPC. C'est ça qu'Akere dit. Pour l'élégance. Est-ce que ton père qui a participé à tuer, vous portez les cravates rouges? Donc vous êtes suspect d'être UPC. Simple coïncidence, professeur. Un type dont le père était là. Quand on tuait Wandi, veut être porté par votre parti. Il n'explique pas. Je ne dis pas qu'il ne peut pas. Mais explique-nous ta position sur la mort en public, l'exécution en public d'Ernest Wandi. Et avoir quand même la manière. Si on arrive comme ça au présidentiel, Akere nous aura montré qu'il est un homme arrogant. Revenons sur ce que vous... C'est-à-dire que mon père tue votre leader et je deviens président avec vous. Merde. Est-ce que les UPC peuvent supporter ça? Donc tu acceptes, tu es UPC. Ou enlève ta cravate rouge. Je suis journaliste. Nous avons la priorité. Nous avons le monopole sur les cravates rouges. Ou bien tu ne savais pas ça? Je le savais, mais c'est une coïncidence, professeur. Nous avons reçu sur ce plateau un autre président de parti politique, le président du PCRN. Nous abordons toujours les cravates rouges, donc pure coïncidence ou dress code. Et tu crois que le PCRN est quoi? Tu crois que le PCRN est quoi? Lui-même dit non. Il ne dit pas qu'il aime parti UPC. Il parle de l'UPCisme. Oui. Ouais. Revenons à votre programme politique, professeur. Si vous êtes élu au soir d'octobre prochain, pour vos 100 premiers jours, quels seraient
ou quels sont vos axes prioritaires pour le Cameroun? Il y a tout un programme là-dessus, j'ai appelé ça les extrêmes urgences. Parcourons-les. D'accord? Dans les extrêmes urgences, il y a ce programme de paix. D'accord? Deuxièmement, il y a le programme de récupération de ce qui a été pillé dans les caisses publiques par au moins le dernier gouvernement. D'accord? Les 100 premiers jours, personne ne bouge. Personne ne bouge. Quand je prends seulement la personne ne bouge. Personne ne sort du pays. Non, ne sort pas. Si tu es dans le gouvernement de 2018, tu ne bouges pas, tu déclares d'abord et tu justifies. Si tu veux sortir. Deuxième axe prioritaire. Troisième? D'accord. Troisième acte prioritaire, les souffrances du peuple. Il faut soulager les souffrances. D'accord? Le panier de la ménagère, c'est-à-dire la dureté de la vie, il faut très rapidement subventionner les produits de première nécessité. D'accord? Et fixer les prix, payer le programme par l'État. Ok? Et le riz, la farine, le savon, l'huile. Il faut que la femme du quartier, du sous-quartier, puisse faire le marché.